Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle générale, ou AGI, Artificial General Intelligence, un sujet de plus en plus à l'actualité puisqu'effectivement on commence à découvrir différentes pistes pour y arriver. Je suis désolé par avance pour le bruit environnant, aujourd'hui c'est un peu spécial, et en plus le sujet est dense, puisque comme vous voyez au-dessus j'ai énormément d'onglets de sources à vous présenter. J'ai pas de prompteur, donc je vais suivre évidemment le déroulement dans ma tête. C'est quoi une AGI? Parce qu'aujourd'hui, donc on a des LLM, on a des modèles de diffusion, donc on va reparler de ça puisque j'ai envie de faire une vidéo un petit peu plus intemporelle. C'est très compliqué de parler du sujet parce qu'il y a tellement d'évolutions toutes les semaines. En général, il y a un nouveau banger, il y a un nouveau modèle qui sort, et c'est comme très difficile de suivre évidemment la cadence. Il y a des sujets sur lesquels je vais devoir faire une vidéo à part parce que il y a énormément d'éléments à rajouter, pas simplement dans cette vidéo. Ça va être une vidéo de 30-40 minutes, j'espère, où le but c'est un côté historique donc pour le rendre assez intemporel, mais également une finalité de vers où on va en fait avec ces AGI. Est-ce que c'est possible d'y arriver? Donc au départ, on va commencer. L'intelligence artificielle est commencée dans les années 90, ou un petit peu avant même, enfin, techniquement même à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait le réplicateur de von Neumann, après il y a eu évidemment le modèle Alan Turing, et ensuite on est arrivé dans les années 90 et on a découvert l'OCR. Des chercheurs dans leur laboratoire ont fait de l'OCR, donc de l'OCR ça va être de la reconnaissance notamment de nombres, et notamment au MIT, on faisait déjà ce genre d'application dans les années 90. Ça, c'est une simulation de ce qu'on peut voir. Dans le monde entier aujourd'hui, il y a plusieurs musées qui proposent cette simulation, où on peut voir en temps réel réellement ce qui se passe avec des réseaux de neurones. Alors là, on a des réseaux de neurones à la toute fin, mais on a surtout ici un modèle de convolution qu'on associe donc au deep learning, avec notamment Yann Lequin. On va revenir sur Yann Lequin puisque c'est un personnage important aujourd'hui, hier et aujourd'hui, dans le développement de l'intelligence artificielle. Il a fait différentes prédictions. Donc dans les années 90, on a découvert qu'on pouvait effectivement reconnaître des caractères. Et tout est parti de là. On a commencé à développer réellement l'intelligence artificielle au-delà même de simplement faire des algorithmes. Donc on est passé de l'algorithme classique à des algorithmes statistiques. Et c'est vraiment la révolution de cette logique-là qui a amené à différents types de réseaux, qu'on appelle les réseaux de neurones, neural networks. Donc vous avez ici différents exemples, certaines très connues comme la machine de Boltzmann, d'autres également en modèle récurrent avec des mémoires. Alors évidemment, il y a différentes évolutions en fonction des besoins. On s'était dit, on va devoir mémoriser des informations, on va devoir faire évoluer des données dans le temps. Donc on a inventé le LSTM, Long Short Term Memory, qui est un petit peu l'ancêtre du block transformer, dont on va parler bien sûr juste après. Et évidemment, tout ce qui est réseau GAN, donc les réseaux dits Adversarial Network, où l'idée c'est on va entraîner un latent space. Latent space, c'est une forme abstraite dans lequel en entrée on va avoir par exemple une image, au milieu on va avoir ce latent space qui va représenter une image, et ensuite on va avoir la partie décodeur. En fait, on va reprendre ce latent space et on va refaire la même image. Une des premières expérimentations qui a été faite, c'était des réseaux satellites. On prenait une image satellite, on le compressait, et on ressortait une image satellite à partir de cette partie compressée qu'on appelle le latent space. On va revenir sur le latent space, mais c'est un peu l'élément central de toute l'évolution de l'IA aujourd'hui, qui a mené à découvrir finalement cet aspect d'émergence de l'intelligence, avec des choses aussi basiques, simples, statistiques, que par exemple rajouter des mots à la suite. Voilà. Et puis évidemment, il y a d'autres types de modèles, des Deep Residual Network. Il y a eu différentes structures, certaines qui sont maintenues aujourd'hui, d'autres qu'on a un petit peu oubliées parce que c'est pas aussi efficace, et on a normalisé au travers notamment des bibliothèques comme TensorFlow, PyTorch. Donc toutes ces bibliothèques ont permis et Keras évidemment, toutes ces bibliothèques ont permis de compacter un petit peu tous ces blocs-là qu'on avait l'habitude de modéliser dans les laboratoires,
qu'on a donné au grand public, que Google a donné au grand public, fin des années, première décennie du XXIe siècle, 2010, autour de ces eaux-là, avec notamment AlphaGo. Il y a eu à ce moment-là une deuxième explosion. Il faut voir en fait quand dans les années 90, on a commencé à avoir cette émergence de l'image avec le côté OCR, détection d'image. Il y a eu une longue période de froid, de gel, dans lequel on ne parlait plus d'IA, et jusqu'effectivement, on va dire dans les années 2005-2010, on avait plus ce côté recherché, l'intelligence artificielle, on avait complètement mis de côté. Et effectivement, Google est revenu avec sa recherche, avec TensorFlow, qui a relancé le débat, vraiment le travail dessus. Et puis après, il y a encore eu une longue période jusqu'à 2017, donc on va reparler de cette période-là dès maintenant, avec le document certainement le plus important de l'humanité à notre époque, c'est Attention is all you need. Donc c'est le meilleur, c'est le papier de recherche le plus important de cette nouvelle décennie, bien que ça a été fait en 2017, et par les équipes de Google, comme on voit ici, Google Brain et Google Research, dont l'Université de Toronto également. Donc ce papier, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, il formalise le modèle transformer, le bloc transformer, avec la notion de multi-attention, le bloc d'attention, qui est central à l'évolution aujourd'hui des modèles d'IA que l'on connaît, et vers lequel on va vers une AGI, parce que potentiellement, ce qu'on voit, c'est que ce bloc-là, il marche bien. Il marche bien pour beaucoup de cas de figure. Il marche pour la génération d'images, il marche pour la génération de texte, il marche pour l'audio, il marche pour la vidéo. Il est intégré absolument partout, et on le retrouve aussi dans notre quotidien, puisque quand on pose la question à ChatGPT, il va essayer d'aller, ChatGPT, il va aller chercher des mots-clés particuliers, il va faire de l'attention sur des détails qu'on lui donne. Par exemple, quand tu lui donnes des règles de format, il va porter une attention particulière sur ces règles de format. Évidemment, je ne vais pas revenir sur tous les détails techniques, puisqu'on va avancer. On est en 2017, on a ce paper qui sort. Pour l'instant, on n'a rien du tout. C'est-à-dire qu'on a ce bloc transformer qui vient de nulle part. On ne sait pas comment réellement l'utiliser, le manipuler. Google le déploie à travers notamment la bibliothèque TensorFlow. Et il y a des chercheurs qui travaillent dessus. 2018, OpenAI annonce un modèle qui s'appelle GPT-2. Le premier modèle est quasiment d'ailleurs le seul modèle open source que partage OpenAI en libre accès. Bien évidemment, il y a des modèles comme Whisper, qui est aussi reconnaissance vocale, qui est en open source aujourd'hui. Mais en termes de LLM, c'est le seul modèle qui est réellement sorti dans la nature. Et en 2018, je crois 2018 ou 2019 peut-être, un petit peu à cheval dessus, il y a des premiers prototypes qui sortent comme Aid-Engine. Donc ça, c'est le premier qui est sorti. Alors, il n'avait pas cette apparence à l'époque et il n'était pas aussi efficace. Mais il fonctionnait déjà, on pouvait suivre une aventure. L'objectif d'Aid-Engine, c'est de faire du jeu de rôle de type papier, mais dans son ordinateur en dialoguant avec une IA. Et du coup, on avait des commandes, on pouvait par exemple définir que notre aventure fonctionnait, on avait par exemple une épée, on pouvait dire à l'IA, maintenant j'ai une épée. Même si ça n'avait pas de sens, c'est pas grave, on pouvait créer son histoire. Et encore aujourd'hui, évidemment, ça fonctionne, et ça fonctionne assez bien. Ils ont notamment rajouté des images, ils mémorisent également des quêtes. Donc on a vraiment un type jeu de rôle papier à l'intérieur d'un système avec un LLM. Donc ça, c'est la première sortie. On a également Replica, une application de bot, d'agents, alors qui est un petit peu la suite des premiers bots des années 2005 avec Alice. Alice qui avait sorti un modèle de langage AXML, donc c'était AIML, donc c'est du XML mais pour de l'IA. Ils avaient sorti leur premier chatbot. Là c'est un petit peu une continuation, mais avec le côté évidemment du bloc transformer toujours au milieu, qui fondamentalement change complètement la donne, puisqu'on dialogue, on a l'impression de dialoguer en tout cas avec ce qui pourrait être un humain. Et si on revient un peu plus tôt, donc c'est quoi ce bloc transformer? Il y a un site internet qui permet de regarder comment fonctionne un bloc transformer dans son détail.
Alors ici on peut par exemple rajouter un début de phrase. Donc si je mets, on va le marquer en français, tiens. Je suis un, on va générer la suite. Donc là il prend je suis un en entrée. Donc là on a nos tokens. Après il est peut-être que en anglais. Alors du coup, zut, I am Donc là, il prend en entrée ces tokens-là, et en sortie, a member. Voilà, donc là, la probabilité la plus importante, c'est de choisir member. Et ici, on voit le block transformer dans le détail, donc avec la multiplication. Donc le block transformer, c'est ici, avec le multi-self-attention. Et si on peut même zoomer sur la logique à l'intérieur du fonctionnement. Je crois que j'avais jamais montré cette simulation, et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle montre réellement les rouages du modèle transformer. Mais on va revenir dessus parce qu'il y a énormément d'évolutions sur ce premier jet, on va dire, parce que ça c'est le jet qu'on a eu quand ChatGPT est sorti. Donc on est dans les années 2018, AgentJohn est sorti, on a Replica qui commence à monter, Replica qui à l'origine était quelqu'un qui avait un problème avec, son ex était mort, et elle voulait, excusez-moi pour le bruit, elle voulait dialoguer avec lui, et alors c'est un petit peu glauque comme histoire, mais du coup elle s'est dit, les seuls souvenirs qui se rattachent à moi, enfin à lui, c'est les messages que j'échangeais avec lui. Donc du coup, elle est à l'idée de créer un peu un réplica, donc un réplica de cette vie passée, et pour continuer à dialoguer avec lui. C'est très glauque comme histoire, mais ça montre aussi le côté un petit peu philosophique de la chose, sur qu'est-ce que ça permettait qu'est-ce qu'on envisageait déjà de faire avec un block transformer qu'on ne comprend pas complètement, pas du tout même. À cette époque-là, ça commençait à fourmiller. En 2018, 2017-2018, c'est ça. J'écris mon mémoire sur l'intelligence artificielle, donc je fais énormément de recherches sur le sujet. À l'époque, j'avais même pas vu le block transformer en fait. Il y avait tellement d'autres sujets, tellement plus denses, que tout le contenu de mon mémoire ne contenait absolument pas le block transformer. Je suis complètement passé à côté. J'ai parlé du deep learning, j'ai parlé des réseaux de neurones, j'ai parlé des fonctions d'activation, j'ai parlé de tout ça, mais pas à un moment le block transformer, parce qu'à cette époque-là, c'était pas encore démocratisé réellement. Et quelques temps après, je me suis inscrit sur la plateforme OpenAI qui avait fait de la publicité partout, et là, à ce moment-là, ça a commencé à développer. On est arrivé ensuite, en 2022, comme tout le monde sait, l'effet wow, OpenAI sort ChatGPT, un banger, autour de novembre-décembre 2022, et là, il y a une explosion complète de la sphère Internet. Sal Altman, le créateur d'OpenAI, fondateur d'OpenAI, nous montre un outil accessible avec une simple commande. On peut poser une question. Comment vas-tu? Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? Allez hop. Et il est capable de nous répondre avec un côté très humain. Voilà. Donc ça a été une révolution. Dans le même temps, on a Midjourney qui sort avec la capacité de générer des images. Jusque-là, donc, on avait DALL-E qui était sorti un petit peu plus tôt, mais qui générait des images très petites et de très mauvaise qualité. Et à partir de Midjourney, on commence à avoir des choses beaucoup plus visuelles et plus agréables à l'œil. Alors évidemment, là, on est en 2025, donc la qualité des images sont carrément incroyables. On a l'impression d'y être un canoë-kayak dans un sur de l'eau. On peut générer du texte, évidemment. Par exemple ici, c'est du texte qui est généré. On a une qualité qui est incroyable. Aujourd'hui, d'ailleurs, OpenAI a mis à jour ses modèles d'images, et on peut générer même du texte un petit peu plus abouti puisqu'ils ont un post-processing. J'ai posé la question à ChatGPT directement. Il m'a expliqué qu'effectivement, il repérait des positions dans l'image et il rajoutait le texte lui-même, avec évidemment le style de l'image générale pour garder le côté graphique. Mais c'est du post-processing, donc ça se rajoute ensuite sur l'image. Et ça se merge en fait. Il le regroupe. Et à côté de ça, on a quelques temps plus tard Suno,
pour générer de la musique. Hop. Alors je sais pas si je vais y avoir accès parce que là j'ai pas. Oui, il faut se connecter. Je voulais faire quelque chose pour vous montrer que même non connecté, on pouvait essayer différents outils. En tout cas, voir ce qui était fait. Donc voilà, on a trois modèles aujourd'hui les plus utilisés, les plus qualitatifs hein, de tous les points de vue sur le long terme. Alors évidemment, sur les modèles LLM, il y en a toute une flopée à choisir évidemment. On va revenir sur le modèle DeepSeek. On est en 2022, et oui, évidemment, VO, mais en fait, je reviendrai plus tard sur le sujet. On est fin 2022, 2023, 2024, et on a une flopée d'outils qui sortent, dont voici une liste, hein, ChatGPT, Claude, Llama 3, Gemini, Perplexity, Synthesia, Eleven Lab, par exemple pour la voix, Grok, Mistral AI, CopyEye, Midjourney, Adobe Firefly, etc., Copilot. On a une explosion des outils, donc là on rentre réellement dans le sujet, mais on n'a toujours pas d'AGI en fait. Et ça, c'est ce que nous dit Yann Lequin, magnifique transition, dans cette vidéo. What a child sees through vision, and try to put a number on how much information a 4-year-old child has seen during his or her life. And it's about 20 megabytes per second going through the optical nerve for 16,000 wake hours in the first 4 years of life, and 3,600 seconds per hour. You did the calculation, and that's 10 to the 15 bytes. So what that tells you is that a 4-year-old child has seen 50 times more information than the biggest LLMs that we have. And the 4-year-old child is way smarter than the biggest LLMs that we have. The amount of knowledge that's accumulated is apparently smaller because it's in a different form, but in fact, a 4-year-old child has run an enormous amount of knowledge about how the world works. And we can do this with LLMs today. And so we're missing some. Now, think about. Donc qu'est-ce que nous apprend Yann Lequin? Pour lui, c'est un enfant de 4 ans. Et tout le monde est à peu près aligné sur cette idée-là. On a vraiment un enfant de 4 ans entre les mains. Il est super intelligent. Alors c'est plus qu'un enfant de 4 ans parce que on peut l'interroger sur des données du CAC 40, sur de la finance, sur la mécanique quantique, sur la biologie, la santé. On peut lui demander de générer du texte, du résumé du texte. Il connaît toutes les langues du monde, même des choses un petit peu plus compliquées comme du maori qui est un petit peu difficile à trouver sur internet. Ou du tahitien, évidemment il y a des dictionnaires, mais en fait le LLM parle tahitien. Quasiment, il y a encore quelques petites difficultés, mais globalement il connaît à peu près toutes les langues du monde. Et même des langues qui étaient difficiles à entraîner dans par exemple des Google Traductions, maintenant on peut par exemple parler en thaï. Il parle très bien le thaï, il parle très bien l'hindi. On est un enfant de 4 ans qui a toutes les connaissances du monde. C'est incroyable. Et j'ai d'ailleurs un article ici. On va revenir dessus, c'est pour ça que je l'avais mis plus loin, mais c'est important d'en parler. L'IA est arrivée au bout des données humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une IA qui a une taille gigantesque, plusieurs milliards de poids. Ce qu'on appelle des poids, c'est finalement les données d'entraînement. C'est une fois le modèle entraîné, il a ces connaissances-là. Toutes ces données-là, elles sont aujourd'hui stockées, enregistrées, massivement parsés dans des datasets générales. J'ai oublié de reprendre la source d'ailleurs, mais il y a effectivement un bon dataset où ils ont crawlé tout Internet. Il y a plusieurs téras de données en fait disponibles pour tout le monde. Et globalement, c'est quasiment Internet, sur une base de données. En full open source, donc c'est pour que toutes les personnes qui veulent créer des LLM from scratch, donc depuis zéro, puissent le faire. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que l'IA, elle a déjà exploité toutes nos données humaines. Et donc, elle est un peu plus qu'un enfant de 4 ans. Mais d'un point de vue intellectuel, elle a toujours un âge de 4 ans. Alors, comment résoudre ce problème? C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui quelques hallucinations qui persistent. Si vous lui demandez, par exemple, de coder une application, au début, elle fait un bon raisonnement, un plan de travail, elle va développer le code, elle va faire un
site internet relativement respectable, ce qu'un développeur humain pourrait faire. Le problème, c'est des fois elle bug, c'est-à-dire qu'elle se retrouve avec quelque chose, on lui dit non, moi je veux que ça marche comme ça, et elle n'arrive plus à le résoudre. Alors moi j'ai trouvé la méthode des fois, c'est de copier le code et de le mettre sur un nouveau contexte. Dans ce cas-là, elle recommence, elle va aller analyser beaucoup plus finement le détail. Alors, quelle est la raison? Pourquoi ça marche pas bien? Pourquoi on a encore des choses où, quand par exemple, on lui demande de sortir du JSON, des fois, elle se fail complètement, elle rajoute du texte au-dessus, en dessous, le JSON est mal formaté, on a des chaînes de caractères à l'intérieur qui n'ont pas de sens, un encodage vraiment dégueulasse, inexploitable. Et en fait, quand on a un flux de données, techniquement, on n'est pas sûr que l'IA fera toujours le bon raisonnement, le bon calcul, la bonne réflexion. Il y a encore beaucoup d'aléatoires. Donc on a rajouté des données, on a rajouté des mémoires à côté, des mémoires plus persistantes, et on a appelé ça le RAG. Retrieval Augmented Generation, donc c'est un petit peu cette évolution où on va prendre un modèle déjà de base. Donc par exemple, on va prendre Llama 3.1, un des plus connus et un des plus faciles à pré-entraîner. On prend ce modèle pré-entraîné, on va demander une query, c'est-à-dire que l'humain va poser une question, on va interroger une base de données, de documents. Alors soit on utilise donc ce qu'on appelle des knowledge base, soit ça va être une base de données de type SQL, MongoDB, soit ça va être un graphe. Donc ça, moi je l'ai testé, ça marche pas très bien, il y a encore des difficultés avec la gestion des requêtes, avec la généralisation du contexte, mais il y a des évolutions par contre autour du côté document avec un stockage en base de données, et c'est ce qu'on fait, on va déjà prendre la donnée de l'utilisateur, la question qui est posée avec tout le contexte, on va essayer de récupérer les documents, et ensuite ça va permettre d'enrichir la réponse. Et donc l'IA va être appelée 2 fois de suite. Une première fois pour analyser le contexte, quelle est la question qui est posée, faire une requête qui, elle, est algorithmique, pas d'IA derrière, et ensuite une réponse complète, réelle. Voilà. Mais c'est pas fini, parce que là, on n'est pas encore vraiment dans de l'intelligence. Et on s'est dit, mais pourquoi on mettrait pas des IA, plusieurs IA, dans un univers fermé, dans lequel on pourrait développer réellement toutes les connaissances, et du coup enrichir cette base de connaissances. Et est sorti sur Hugging Face Small Agents, donc un modèle d'agent, de gestion d'agent, avec un système de mémorisation, de système prompt, où on va faire tourner des LLM progressivement par des agents, qui vont avoir pour but d'exécuter des outils, parfois des outils linéaires, comme par exemple faire de la recherche sur Internet, exécuter du code, comme un code Python. Il faut savoir que dans ChatGPT, il y a peu de gens qui le savent, mais vous pouvez lui demander de chercher. Vous lui dites, est-ce que tu peux rechercher sur Internet? Parce que des fois, il le fait pas automatiquement. Donc vous pouvez lui dire dans votre prompt que vous voulez qu'il recherche sur Internet. Vous pouvez aussi lui dire d'analyser, par exemple, une image avec Python. Parce que si vous lui mettez une image, il va utiliser la partie vision qui est là, donc c'est un modèle à côté, qui va récupérer l'image et qui va en faire un sous-texte. Un petit peu comme un prompt pour Midjourney, sauf qu'il va donc il va labelliser l'image, sauf que des fois il va pas détecter réellement tout le détail de l'image. Donc vous pouvez lui dire utilise du Python pour analyser l'image et il va du coup décrire très précisément l'image. Et notamment si vous voulez faire des maquettes graphiques, des maquettes de sites web, plutôt que lui demander, vous lui donnez juste l'image, vous lui dites utilise Python pour m'analyser l'image. Et ce qu'il va faire en général, en sortie, s'il le fait bien, c'est la position des éléments avec l'axe XY et l'élément qui correspond. Et ça, c'est en fait, lui, il va générer un pré-prompt pour vous qui va permettre après de lui demander, maintenant que tu as analysé l'image, tu vas me générer la page web en question. Et le taux de succès est assez important. Donc on a les multi-agents, puis on s'est dit pourquoi pas aller encore plus loin. Donc là on a toutes les structures d'agents, certaines en parallèle, certaines en séquentiel, certaines en boucle, certaines avec un système de routage en fonction des besoins, des agrégateurs, des réseaux,
par architecture. Donc là, on a un petit peu un plan ici. Alors je sais plus, je l'ai vraiment récupéré. Je crois que c'était sur LinkedIn. On va avoir différents types d'agents, différents types de structures d'agents qu'on va pouvoir créer. Souvent, on utilise des outils comme N8N. Moi, j'utilise plutôt Node-RED, qui est un petit peu plus custom. Certains utilisent Make. Donc, il y a différents outils pour automatiser ça. Et en général, on va connecter tous ces éléments pour en faire un réseau. On appelle on appelle ça des blueprints. C'est quand on a un réseau qu'on peut copier intégralement et on peut donner à quelqu'un ou le vendre. Des fois, c'est vendu. Je crois que c'est même vendu sur Etsy. Il y a des gens qui vendent des blueprints. Genre 1000 blueprints commerciaux, etc. Ça coûte rien, hein, ça coûte $10 maximum. Mais du coup, ça permet de peut-être pas passer autant de temps même à faire le réseau si d'autres personnes ont déjà eu la problématique. Donc il y en a qui automatisent par exemple la création des vidéos YouTube. Ça va pas être mon cas parce que moi ça me plaît de faire ça manuellement, mais il y a des tas de choses et c'est d'ailleurs j'ai oublié de récupérer cette vidéo. Il y a une interview entre deux personnes et il y a une si je sais c'était sur The Pen, je crois, un truc comme ça, Le Crayon. C'est sur la chaîne Le Crayon. À un moment donné, il y a une des intervenantes qui dit en fait, moi j'ai envie que le matin je me réveille encore et je regarde mes mails et je réponds aux mails et je prends plaisir en fait à faire des petites tâches qui certes pourraient être automatisées. Mais en l'occurrence, moi j'ai envie de les faire moi-même, parce que ça me fait plaisir de le faire. Donc il y a aussi cet aspect philosophique à se dire, est-ce qu'on doit tout automatiser? Est-ce qu'on doit pas aussi garder un petit peu ces plaisirs du matin, prendre un café, j'ai encore un café avec... prendre un café, regarder ses mails, et faire sa veille, plutôt qu'automatiser toute cette veille technologique, peut-être aussi de le faire soi-même. Donc ça c'est un petit aspect philosophique. Ensuite, on s'est dit, pourquoi on ferait pas un système même de labo avec des humains qui sont émulés complètement. Et donc, il y a un projet qui s'appelle ici Agent Laboratory. Alors, c'est un peu le premier que j'ai pris parce que j'en connaissais un autre et j'ai pas retrouvé. Donc, mais celui-là, il est hyper documenté. Il y a de la doc à côté où on va avoir en fait des agents qui vont simuler un labo de recherche. Et ils vont faire des expérimentations, ils vont écrire des rapports, ils vont générer du contenu. Et tout ça, ça sera mis dans une base de données. Donc ça a été hyper documenté, ça se base donc sur du OpenAI ou du DeepSeek. Je l'ai pas essayé pour tout vous dire, mais je trouve que la recherche explose de ce point de vue-là. On commence à se dire, est-ce qu'on peut pas faire des équipes de développement avec des agents? Voilà. Donc on est parti d'un block transformer. On s'est dit, c'est pas assez tangible, on n'a pas encore une efficacité technique. Bon, puis on a un enfant de 4 ans en fait entre les mains, mais qui a toutes les connaissances du monde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les fructifier en les mettant ensemble, et on va essayer de créer une dynamique. Mais on a toujours un problème, on ne sait pas comment ils pensent. Alors certains diraient que c'est une boîte noire. Moi, j'ai toujours dit que c'était pas une boîte noire parce qu'on peut regarder à l'intérieur. Le côté boîte noire qu'on peut effectivement donner comme argument, c'est qu'effectivement on ne sait pas comment il réfléchit, c'est-à-dire que il a des blocs transformers, ok, il est bien été entraîné de façon statistique, mais le problème c'est qu'on ne sait pas réellement quel est son chemin de pensée. Il y a un chercheur sur Wolfram Alpha, pour l'instant c'est le seul article que j'ai trouvé sur le sujet, c'est dommage, je sais qu'il y a énormément de chercheurs actuellement qui travaillent dessus, qui essaie d'expliquer comment marcherait un LLM. Alors, cet article ne parle pas du tout des LLM, il parle des réseaux de neurones, mais de manière minimaliste. Alors du coup, il développe dans tout son article sur Wolfram Alpha tout le détail de comment on pourrait réduire les règles à des choses beaucoup plus simples. Et il détaille ici en fait l'évolution de comment l'IA s'entraîne et fonctionne. Donc le parcours finalement de pensée d'une IA, qui aurait été entraîné statistiquement, qui fait du bon travail, mais dont on ne comprend pas réellement la mécanique. Donc là, si on descend, on a tout un réseau, un circuit. Pour moi, c'est le seul article aujourd'hui qui existe et qui est vraiment valable à lire, parce qu'il rentre vraiment dans le détail de comment tout ce côté statistique permet de donner un résultat tangible à la fin, qui a du sens, qui correspond à ce qu'on lui a demandé au départ. Voilà.
Mais à côté de ça, il y a d'autres personnes qui se sont dit, est-ce que le block transformer c'est l'idéal? C'est vrai que ça, comme je disais, hein, ça permet de faire de l'IA, ça permet d'échanger vraiment en talk, on peut faire du raisonnement, on peut générer des images, on peut générer du son, mais est-ce que c'est le meilleur modèle? Alors il y en a qui proposent d'autres modèles. Et un des premiers modèles, c'est le fameux MASC. Alors je vais revenir avant. MASC is all you need. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Peut-être le titre du premier article, Attention is all you need. C'est très drôle. Et c'est très drôle, mais surtout c'est impactant parce qu'il y a un premier modèle qui est sorti avec ce système de MASC qui fonctionne d'une autre manière qu'on a l'habitude avec les LLM où on va créer un token, puis un token, puis un token. Là, en fait, on a un bloc de tokens final, donc finaux plutôt, où on va avoir une taille fixe, et à l'intérieur, on va avoir des masques. Donc les masques, c'est un placeholder, c'est une zone dans laquelle on pourrait mettre un token. Et ce qu'ils ont fait, c'est de remplir progressivement les masques. Et comme ici, on nous le montre sur le schéma, la matrice au milieu, on va avoir des masques qui seront toujours non renseignés au milieu. Progressivement, en fait, le modèle va tourner autour du contexte et essayer de remplir les trous. Et comme ça, on va avoir, alors un petit peu le principe du latent space avec les réseaux GAN, on va essayer de compléter pour donner un vrai résultat. Alors là, c'est une photo, une image, mais ça peut être également du texte, mais ça peut être aussi toute autre chose. Et c'est une alternative qui est possible au block transformer, qui fonctionne correctement, qui est plus rapide, et qui parfois donne un meilleur contexte. Alors pour l'instant, il n'y a pas des modèles aussi gros que Llama, que OpenAI, etc. Enfin GP4o ou d'autres modèles du type Grok, etc. ou Claude qui sont sortis, mais on a un devenir avec ce modèle qui est possible. À côté de ça, alors là pour le coup c'est tout le modèle qui est transformé. On est sur un nouveau changement, une nouvelle interaction en fait avec les tokens. Puis il y a un nouveau type de modèle qui est par contre complètement différent, qui est le state space. Alors state space, en fait, je me suis rendu compte que ça existe depuis 2001. Il y avait déjà ou 2002, enfin dans ces débuts du 21e siècle, il y avait déjà des articles qui étaient sortis sur le principe de state space, où l'idée, une petite vidéo là-dessus, où en fait on va imaginer un labyrinthe, et ce state space, l'idée c'est de trouver la sortie. Donc la sortie c'est évidemment le bon résultat, et on va avoir un state qu'on va déplacer au fur et à mesure. Donc current state, l'état actuel, et on va le déplacer et on va essayer de trouver la sortie. Ça c'est la distance par rapport à la sortie. On va avoir différentes représentations qui seront créées au fur et à mesure du temps. Et à chaque changement, on va avoir le state suivant, l'état suivant. Et donc ça a été modélisé, il y a plusieurs expérimentations qui ont été faites. On s'est rendu compte que la base du state space model est basée sur un système où on a quelque chose de linéaire, comme quelque chose comme une onde en fait. Parce qu'on est quand on travaille avec des LLM, on est sur une séquence discrète, c'est-à-dire que les données sont évidentes, c'est pas des flottants, on a des entiers, on a des nombres tangibles. Là, on est sur des séquences non discrètes. On a un réseau comme si on passait une onde à travers le réseau. Alors du coup, ils se sont dit, on va essayer de le rendre au contraire en série discrète. Et ils ont proposé une première approche, ici, entrée-sortie. Ils ont proposé une nouvelle façon de transformer ces données. Et on est arrivé avec ce nouveau réseau. State Space Model, qui est ici, qui est la version finale, avec donc comme un block transformer, mais qui fonctionne d'une autre manière, avec des choses qui ressemblent plus à des vecteurs dans l'espace. Vous allez me dire, les blocs transformers, il y a des vecteurs à l'intérieur, on est d'accord, mais ici, en fait, on va avoir des vecteurs qui vont se déplacer dans un labyrinthe géant, et qui vont essayer de résoudre un problème. Voilà. Le problème de ce modèle, pour l'instant, c'est qu'il n'est pas assez efficace. Pas au niveau de la vitesse, mais au niveau des résultats. On n'a pas des résultats assez probants. Mais par contre, la promesse qui est faite là-dessus, c'est qu'on puisse avoir un modèle qui est plus petit à maintenir. Et c'est ce schéma que je voulais vous montrer.
où on aurait des réseaux de neurones qui seraient une compression absolue. À l'autre extrémité, on aurait les transformers qui seraient sans compression, donc qui a plus de performance mais qui est moins rapide. Et au milieu, on aurait ce Mamba, ce State Space Model, puisque Mamba c'est l'évolution, ils sont partis en fait du modèle de base et ils ont créé un vrai modèle de LLM qui s'appelle Mamba. Et donc ce modèle serait plus performant, plus rapide, etc. Pour l'instant, il donne pas d'aussi bons résultats que les systèmes de masques. Mais c'est un candidat qui est possible, disponible par rapport au bloc transformer. Et on a un troisième modèle. Alors lui, c'est toujours un bloc transformer. La différence, c'est que les poids, ils sont faits en binaire. Et du coup, on n'a pas le risque de flottant, de problématique de flottant, qui pèse un petit peu trop sur les fichiers. Et on en est arrivé à des modèles, on a quantisé, c'est-à-dire qu'on a réduit la précision des poids. Donc là, c'est un petit peu plus technique, mais en gros, ce réseau BitNet qui est sorti par Microsoft sur Hugging Face, qui est en libre service, donc avec tous les poids qui sont déjà entraînés, permet d'accélérer même sur une machine où il n'y a que du CPU. Parce qu'aujourd'hui, la limite, on va dire, du bloc transformer, on a besoin du GPU pour paralléliser les calculs sur tous les transformers disponibles, sur les blocs d'attention. Donc ça, c'est un candidat aussi, pas sur la structure, mais en tout cas sur les données, qui est un candidat disponible. L'efficacité pas redoutable pour l'instant, donc on attend de voir d'autres modèles, comme le Samba 2 qui est sorti après, Mamba 2 plutôt. Voilà, donc c'est des modèles qui sont disponibles, qui sont en recherche, qu'on peut tester. Et ensuite, mon préféré, le modèle R1, le modèle d'R1 de DeepSeek qui est sorti en début d'année, autour du mois de février. J'avais voulu faire une vidéo et je m'étais arrêté en me disant, est-ce que j'ai assez de recul sur le modèle? Est-ce qu'il n'y aura pas un nouveau banger? Pour faire l'histoire, pour la faire courte, le modèle est sorti, c'est un modèle chinois. Quand il est sorti, il a fait une explosion aux États-Unis. C'était le moment où Elon Musk et Trump travaillaient avec Sam Altman sur la possibilité d'ouvrir des budgets pour OpenAI, pour que OpenAI développe réellement tout le business aux US et à l'étranger. Et malheureusement, DeepSeek est sorti et ça a fait exploser la bourse. Nvidia est tombé complètement parce que Nvidia supporte drastiquement évidemment les modèles transformers qu'on connaît avec OpenAI. Et donc là, il y a eu une explosion complète de l'investissement. Tout le monde s'est tourné vers ce nouveau modèle DeepSeek. DeepSeek qui a quelques années quand même, ils avaient déjà des modèles différents, mais là, explosion, nouveau banger, avec un modèle R1 qui a la capacité en fait, qui a différentes logiques intéressantes. Le premier, c'est qu'on peut faire de la distillation. Avant, on pouvait quantiser des modèles pour les réduire. La distillation, on va prendre un modèle très grand, on va entraîner un modèle gigantesque. On va prendre ces données-là et on va entraîner un modèle plus petit en lui injectant ces nouvelles données. Ça, c'est le premier truc. On va revenir dans une autre vidéo sur la distillation parce qu'il y a énormément de sujets à traiter. La deuxième révolution, c'est le GRPO, où l'idée, c'est de générer des données à l'intérieur à partir du modèle lui-même. C'est-à-dire que le modèle va générer déjà des réflexions, des pensées, et il va recréer un environnement dans lequel en fait il va pouvoir recréer ces données. On a vu dans la source, je sais plus où j'ai mis, que l'IA était arrivée au bout des données humaines, et en fait DeepSeek nous dit non. En fait, si on arrive à la fin des données humaines, on va créer nos propres données qui seront enrichies. On fera une vidéo complète aussi sur cette partie-là, parce qu'il y a énormément de choses à dire, notamment il y a un modèle à côté qui a été fait une semaine après quasiment, qui prouvait qu'on pouvait entraîner son propre modèle très rapidement sur un modèle DeepSeek en l'entraînant sur de nouvelles connaissances, voilà. Et il générait lui-même sa nouvelle réflexion, il pouvait y faire des calculs mathématiques plus aboutis. Voilà, ça c'est la deuxième révolution de DeepSeek. Le troisième, c'est le coût, puisqu'ils ont entraîné le modèle avec à faible coût.
Je crois que c'est plusieurs milliards pour OpenAI. Là, ça se compte en millions de dollars, 10 millions de dollars, un truc comme ça. Ridicule par rapport à ce que ça coûtait avant. Et surtout, on se rend compte qu'avec la distillation, on peut faire une fois des modèles plus grands et entraîner des modèles plus petits pour que ça fasse le même travail. Et donc on a commencé à avoir des modèles, notamment Llama 4, je crois, qui commencent à faire de la distillation. Ils vont réduire progressivement les modèles à partir de là, avec des modèles de plus en plus enrichis. Avantage aussi, c'est qu'on peut copier des données d'un modèle à un autre. Et donc, on a des modèles qui sont entraînés, par exemple, pour la relation humaine, mais d'autres qui seront peut-être plus mathématiques. Et on peut très bien faire un modèle qui va émerger des deux modèles précédents et qui aura là une taille relativement similaire. Et ça, c'est permis par la distillation. Donc, c'est une révolution dans le monde de l'IA. On est en 2025, on est au mai 2025. Et ce modèle-là a déjà fait parler de lui de partout parce que il change complètement le paradigme. Un exemple, ici j'ai Oyama installé avec DeepSeek qui est installé sur mon ordi, qui est téléchargé. Je le lance. Donc Oyama c'est un modèle type serveur. En fait, on va télécharger automatiquement de même façon que Docker. On va télécharger un modèle en local. Il va avoir des connexions API. On peut interroger notamment via le web, techniquement, via une page web. Mais on peut également, comme ici, dans le terminal, parler avec lui. Alors là, par exemple, si je lui demande... qu'est-ce que je peux lui demander comment résoudre l'équation suivante? Et là, je vais lui dire f de x est égal... non, peut-être 8x plus 13 est égal 22. Donc là, lui, ce qu'il va créer, c'est ce nouveau bloc Think. Donc on en avait parlé sur le principe des tokens, où il va, en fait... Ouais, là c'est pas assez efficace parce que je vais pas demander une très grosse problématique. Du coup, là, ce qu'il y a entre les deux balises, c'est pas très détaillé. Si par exemple je lui demande plutôt comment calculer la distance Terre-Soleil, là normalement il va me sortir des équations de l'espace. Voilà, et il va commencer à... D'ailleurs, le modèle a un petit peu changé puisque là, il parle en français. Avant, dans les blocs Think, il parlait exclusivement qu'en anglais. Et après, il donnait sa réponse dans la langue dans laquelle on lui posait vraiment la question. Ouais, je préférais à la limite le premier modèle qui nous montrait tout ce qu'il était capable de faire. Du coup, un peu mauvais exemple. Donne-moi un exemple. D'équation quantique. Ah, là, il le marque en anglais. Voilà. Donc, dans le bloc Think, il va réfléchir pour lui-même. Ce qui est important, c'est tous les petits mots-clés. Mais là, il simplifie énormément. Ils ont beaucoup trop évolué, DeepSeek. J'aimais beaucoup mieux le modèle au départ quand il commençait à partir vraiment dans toutes les directions. En fait, il arrivait à des moments à se remettre en question. C'est-à-dire qu'il allait sur un argument, une piste qui n'allait pas. Il se rendait compte que le résultat était pas bon, donc il déviait sur une autre proposition et il explorait jusqu'au bout, jusqu'à donner évidemment sa réponse finale. Alors là, comme vous voyez, alors j'ai pas un gros GPU, j'ai 4 Go en VRAM dédié, donc je peux pas faire tourner un modèle très gros. Là, c'est des modèles petits que j'ai, c'est des 1,5B. Évidemment, les modèles sont pas très efficaces, mais comme vous voyez, il est très rapide, il répond assez bien. Voilà, donc ça c'est... Ah oui, zut. Je vais fermer DeepSeek. Donc ça c'est DeepSeek, c'est une révolution, mais il y en a une autre qui a permis DeepSeek. J'étais à 3 points. Le quatrième point, c'est une révision complète du bloc transformer. Et je vais vous montrer une vidéo. Alors, on va pas faire toute la vidéo. Je vous invite à aller la voir, elle est très intéressante.
Là, il nous présente à quoi ressemble un bloc transformer, toutes les propositions, un schéma, voilà, avec l'idée des queries et des keys, et ensuite, ah zut, il m'a fait la transcription, je le veux en anglais original. Donc là, on a un réseau block transformer ici. On va avoir tous les calculs qui seront faits entre les queries, les keys et les values. Donc on a un schéma complet avec ici, là c'est ce qu'on a en D ici, c'est la taille du vecteur. C'est-à-dire que le token American par exemple, il prend un vecteur ici de 768 comme tous les autres. Ensuite on va faire une recherche particulière. On va le transposer par rapport à des clés d'abstraction. Alors je vous avoue que je comprends pas tout le block transformer non plus, et plus on se rend compte de choses avec le block transformer, moins on comprend qu'il y a une logique de pattern. Donc le principe c'est quand même l'attention, hein, c'est-à-dire que là il va faire une attention particulière, par exemple ici sur le drapeau, notamment drapeau américain. Là un peu plus tôt d'ailleurs, il le présente beaucoup mieux avant. Mais toute la logique derrière du block transformer dans son détail est assez obscure. Et là, par exemple, pour le American flag, il va y avoir une relation forte entre American flag et voilà. Comme il dit, il invente le concept d'American flag, du drapeau américain. Juste par le fait qu'il y ait deux mots ici dans le transformer qui identifient, dans ce bloc d'attention, qui identifie que les deux mots ont une relation cohérente entre eux. Alors, qu'est-ce que nous permet DeepSeek? Donc, très bien, on a ce schéma-là, qui peut être assez obscur quand même, parce qu'on comprend pas forcément toutes les relations. Mais en fait, on se rend compte que chaque fois qu'on a un nouveau token, on est obligé de repartir depuis zéro. Et on a un exemple, je crois, au début, il présente... j'aurais peut-être dû timer la vidéo pour savoir où taper. Donc, j'ai préparé tellement de documentation que je sais plus à quel endroit. Tac. Mais donc dans l'idée, où est-ce qu'il en parle? Là c'est publicitaire. Et là on va revenir au sujet. À quel endroit il en parle? Tac. Ouais, je crois que c'est avant en fait. Donc là, ce qui est intéressant dans sa vidéo, c'est qu'il montre aussi la différence de taille entre GPT-2, qui était le premier modèle d'OpenAI, et le modèle DeepSeek, qui est sorti. Et ce que je voulais vous montrer, voilà. Donc le principe de DeepSeek, comme tous les LLM, c'est quand on a un token, on va créer le token suivant. Et ensuite, il se rajoute à la suite. Et donc il y a ce système d'attention qui se crée, et donc quand on arrive en fait à cet endroit-là des transformers, on va donc multiplier la fenêtre d'attention, attention head, et donc ces attention head, c'est la notion des multi-agents, c'est-à-dire que les attention head vont avoir comme objectif d'identifier une problématique particulière. Chaque problématique va orienter vers un algorithme particulier. Donc déjà on sait dans la mécanique qu'il va essayer d'identifier un pattern précis via l'attention et qui va orienter du coup vers vers une solution particulière, ou en tout cas une approche du problème. Et une fois qu'on a mis bout à bout tous ces blocs transformers avec tous ces systèmes d'attention, on va avoir un gros morceau de données qu'on va associer à des poids qui vont nous faire la sortie, et on va obtenir statistiquement, comme je vous avais montré dans cette simulation, ici une probabilité de tokens suivants qui seront les plus valables, on va dire, pour compléter la phrase ou la séquence. Donc on a cet énorme bloc attention head. Alors c'est bien mignon, mais en fait on se rend compte que dès qu'on crée un nouveau mot, dès qu'on récupère un nouveau token, on est obligé de recalculer l'ensemble.
Et ça, c'est la recherche qui est autour. C'est-à-dire que on a inventé le multi-query attention, où en fait on va reprendre le modèle précédent et on va lui ajouter une donnée en plus. On a aussi l'idée de grouper, donc group query attention, on va grouper un premier système d'attention pour ensuite, donc on va prendre une partie de cette attention, on va grouper par éléments centraux et on va ensuite les dispatcher. Et la révolution de DeepSeek, c'est de créer un multi-head latent attention. Je vous remets la vidéo en anglais avec les explications. But still takes a performance hit relative to full multi-head attention. Now, what's really remarkable about DeepSeek's approach, called multi-head latent attention, is that they were able to reduce the needed KV cache size by a factor of 57, while actually improving performance. The key insight is a novel application of a very common idea in machine learning, a latent space. Donc, le latent space, on va revenir dessus après, mais le principe de latent space, c'est vraiment cette idée, on a une connaissance à un endroit, le modèle va avoir une abstraction, il va créer sa propre abstraction, et ça, on va pouvoir le conditionner, on va pouvoir lui dire, maintenant, ton latent space, tu vas réagir comme ça, parce que moi, j'ai ça en entrée, j'ai ça en sortie. Dans ton latent space, tu fais ce que tu veux, mais tu donnes quelque chose qui a rapport avec ce que je te demande. Et après, voilà. Donc quand on est dans DeepSeek, enfin DeepSeek se dit on va faire un latent space en fait pour optimiser tout le calcul de processus, pour avoir un seul latent space qui va avoir connaissance d'un état général, d'un contexte général de la phrase, de la séquence, et ensuite on va le coupler avec les systèmes d'attention qu'on connaît. Multi-head latent attention effectively adds an extra step between each attention head's input and the key and value matrices. The idea is to project our input into a compressed latent space. Voilà, l'élément principal, comme il dit, c'est qu'on va projeter l'entrée dans une version compressée, donc dans un latent space, qui va donner une meilleure attention parce que c'est l'IA qui va choisir comment modéliser ce latent space. Et on va avoir une optimisation sur le schéma. On voit que ici, la matrice qui va être obtenue sera un petit peu différente. Légèrement, on dirait de la fragmentation en fait. Et c'est là où on revient sur ce que je disais. Non, ça juste avant. Voilà, quand on a un nouveau token qui arrive, on est obligé de tout recalculer. We simultaneously compute its query vector and the query's projection into the latent cache space in one step, and then compute our attention pattern directly from the latent key value cache matrix. It's a really elegant solution. With multi-head latent attention... Voilà, donc en fait, comme... c'est vrai que j'avais pas montré la séquence où il montre qu'on peut rajouter facilement le nouveau tokens à la suite. Donc le nouveau token, on va le rajouter à la matrice en dessous. C'est-à-dire que toute la partie qui est au-dessus, elle est déjà calculée, donc on va pas la recalculer. On va juste rajouter une ligne en plus qui apparaît ici et qui ensuite apparaît ici. Et de cette manière-là, on optimise drastiquement le modèle. Là, on va aller juste à la fin où il présente du coup tous les modèles. Je crois qu'il avait fait un schéma, voilà. Tac. Donc ça, c'est tous les modèles aujourd'hui qu'on connaît des formes de systèmes d'attention. Donc il y a le multi-head attention qu'on connaît classiquement pour le GPT-2. Ensuite, il y a le multi-query attention. Donc ils partagent les mêmes clés et les mêmes valeurs. Le group query attention. Alors là, je vais peut-être couper le son. Donc là, on va grouper les têtes pour simplifier la réflexion. Et la révolution de DeepSeek, c'est de se dire, en fait, on va créer une zone compressée, un cache, dans lequel on va absorber la connaissance, les entrées de nos tokens. Et du coup, ça optimise drastiquement, puisque là, on est passé de plusieurs morceaux ici, 3 fois 2 morceaux, à un seul morceau de données, qui prouve son efficacité, qui prouve une meilleure rapidité
et une meilleure abstraction. Je crois qu'il avait fait un schéma d'ailleurs sur les performances. Voilà, c'est ça, les performances entre le multi-head attention, le multi-core attention. Donc en fait, on a des performances plus ou moins élevées et une qualité plus ou moins élevée avec une taille, parce que du coup, il y a si on prend par exemple le multi-core attention, effectivement, la taille est plus petite. Il veut pas s'arrêter. Multi-core attention, il a une taille plus petite, mais par contre, le niveau de performance, c'est pas optimal. Alors que le multi-head latent attention, donc ce que permet DeepSeek, il est certes un peu plus lourd, plus léger que les autres modèles, notamment que le multi-head attention, mais il a une plus forte prévalence pour la contextualisation, et donc du coup, il gagne un petit peu en persistance. Il a une sorte de mémoire. On a un début de mémoire, en fait, à l'intérieur du modèle. Du coup, c'est super intéressant. Bon, mais on n'a pas répondu à la question, est-ce qu'on peut faire un AGI aujourd'hui? C'est-à-dire que on a plein de modèles qui sont basés sur le block transformer, on a des alternatives aussi, comme on a pu le voir. On a une évolution drastique, on a DeepSeek qui a révolutionné l'IA au début d'année, et on a un challenge qui s'appelle ArcPrice, qui a débuté au début d'année, qui est la nouvelle version, parce qu'il y a eu ArcPrice 2024, ArcPrice version 1, et là on est à ArcPrice 2 2025. Aujourd'hui, les modèles de type O3, le modèle O3, un peu comme le modèle DeepSeek qu'on a vu, il atteint aujourd'hui environ les 5% de ArcPrice 2025. Aujourd'hui, on arrive à 15% du score. Ça fait 3 mois. 2 mois, pardon. Ça fait 2 mois que le challenge est lancé. Et pour l'instant, on n'a atteint que 15% de ce que permettrait ArcPrice. C'est quoi ArcPrice? ArcPrice, c'est différents challenges. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est le résultat de mon modèle. Ici, vous avez les données d'exemple. C'est-à-dire que on a besoin. L'objectif de ArcPrice, c'est de résoudre des puzzles. Donc, on nous présente des exemples. Par exemple, cet exemple-là. On a un premier exemple, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Là, on a 5 exemples. On nous montre une entrée ici, une sortie, et on nous dit, maintenant, tu vas essayer de résoudre cette entrée-là. Alors là, mon modèle, comme vous voyez, il répond pas correctement. Il y a certains où on voit que mon modèle, même s'il n'a pas répondu correctement, il a quand même une approche intéressante, comme celui-là, par exemple. Mais alors, si on descend, voilà, par exemple, celui-là, on nous donne en exemple des carrés de couleurs à remplir. Donc là, ici, on me demande de remplir celui-là. On demande à mon modèle de remplir celui-là, et mon modèle le remplit de cette manière-là. Donc on a bien une copie de l'entrée. Il a bien refait. Il a commencé à le remplir de jaune, mais c'est pas le résultat attendu. Et donc l'objectif de ArcPrice, c'est d'arriver à créer un modèle qui est capable de raisonner dans l'espace avec différents patterns. Donc là, on a des formes, on a des positions, on a des changements de couleur, on a des rotations, on a des motifs à répéter, on a des motifs à compléter, comme ici par exemple, on a un motif à compléter, on a également des chemins à remplir. Donc là, comme vous voyez, mon modèle, il fait pas le travail. Mais certaines fois, il fait son travail aussi. Des fois, il répond pas carrément. Tac, tac, tac. Si on descend, il y en a quelques-uns que mon modèle a réussi correctement. Donc c'est très compliqué comme challenge parce que ça fait intervenir plein de patterns différents. Et l'objectif, c'est de trouver un modèle qui est capable de raisonner correctement et d'appliquer un modèle de réflexion. Sachant que le modèle ArcPrice 3 qui va venir l'année prochaine, c'est la même chose, ça va être ces pixels de couleur. Donc on a 9 pixels de couleur dans des tableaux, dans des matrices. Donc l'année prochaine, ce sera plutôt sur du côté jeux vidéo, animation, etc. Donc on aura cette notion de séquence. Alors on a déjà dans ArcPrice cette notion de séquence à différents endroits. Je sais pas si je vais pouvoir le retrouver là rapidement.
Mais ça, c'est le challenge où l'objectif, c'est de créer une AGI. Donc, on aura cette capacité de réfléchir, de penser les modèles, à créer des abstractions qui lui est propre. Ah ben, là, par exemple, mon modèle a trouvé la solution. La problématique ici, c'est on nous donne des schémas, des schémas, des formes, et on nous demande de le réduire dans une taille particulière. Donc là, mon modèle, il a bien réussi. Alors j'avais 2 modèles, hein. On a le droit à 2 tentatives. La tentative 2, c'est mon modèle le moins entraîné. Tentative 1, c'est mon premier modèle. Donc là, il marche correctement, il match. Il prend celui-là, il le met en haut à gauche, celui en haut à droite, celui en bas à gauche, celui en bas à droite. Alors, il y a certaines personnes dans le challenge ArcPrice sur le Discord, si vous allez le voir, qui remettent un peu en doute ça parce qu'il y a différents raisonnements. On peut avoir différents raisonnements, mais c'est vraiment l'objectif du challenge, c'est d'être capable de trouver la meilleure hypothèse parmi celles qui sont disponibles. On nous donne ces exemples et on doit obtenir une abstraction particulière. Alors évidemment, je reviendrai dans une vidéo plus complète sur ArcPrice, mais c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a de la recherche sur l'AGI. On a différentes problématiques de dimension, de position dans l'espace, où quand on pose la question à ChatGPT, il a des fois du mal à géographiquement les positionner. Le meilleur modèle O3, il arrive à 5% de ce challenge qui paraît un petit peu basique, on pourrait se dire. Les humains qui ont développé des modèles récemment, ils atteignent que 15%. Donc il y a vraiment ici une problématique avec quelque chose qui est au départ simple, mais on n'a pas la solution. Et je me rappelle plus de l'auteur, je suis désolé, mais il s'appelle déjà... C'est un Français en plus, c'est un Français qui développe ArcPrice, je vais le reprendre sur le site d'ArcPrice. Il est très connu puisqu'il a développé... je suis désolé, des fois je perds un nom d'une personne. Oui, alors ça c'est donateur. Donc si vous voulez participer, vous pouvez vous y intéresser. Il montre également ici un leaderboard de l'état actuel des choses. Est-ce qu'on va vers l'AGI ou pas. Donc c'est ArcPrice AGI, hein. Vraiment l'objectif c'est de faire de l'AGI avec. Et j'ai oublié vraiment le nom de la personne. Wikipédia. Non, c'est auteur. Là, j'ai pas le nom. Ah, j'ai vraiment perdu le nom. François. Oui, François Chollet. Voilà. François Chollet, si on regarde son parcours, il est absolument incroyable. Il est absolument incroyable. Il a développé du deep learning. Il a participé développeur de la bibliothèque Keras, qui est centrale dans le développement de l'IA. Il a énormément étudié. Et il est assez jeune. Hein, il a que 35 ans. Voilà. Donc c'est quelqu'un de très dynamique et qui propose une façon de penser l'avenir. On a vu qu'on avait des modèles qui étaient encore pas complètement efficients pour faire du vrai raisonnement. Mais on y arrive avec des modèles comme DeepSeek, comme des projets comme ArcPrice. Et on a toujours une question en suspens. Est-ce qu'on peut avoir une super intelligence artificielle? Et je vais terminer là-dessus. J'ai pas de documentation à apporter sur la question aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la réponse en fait. Tant qu'on n'a pas d'AGI, potentiellement, on peut pas imaginer une super intelligence artificielle. Ce serait une IA qui serait capable d'être beaucoup plus intelligent que nous. C'est-à-dire que pas simplement résoudre des ArcPrice, mais être capable d'aller encore au-delà et de pouvoir repenser réellement, créer un imaginaire complet, créer des simulations complètes. Et je vais terminer sur Évolution actuelle, qui est sortie il y a 2 jours, qui s'appelle VO3, qui est capable, avec un modèle, de générer des vidéos et du son avec une précision complètement folle. Donc on va prendre par exemple... Voilà, on a l'impression d'une vidéo, quoi. On a l'impression d'entendre le camion, le 4x4, on est dans la réalité, quoi.
Le bruissement des feuilles. Tout ça à partir d'un prompt, hein. Comme Midjourney. Sauf que là, c'est de la vidéo. Alors, je suis désolé, mon navigateur a planté. Zut. Je suis désolé, j'espère que la vidéo continue. Je mets en pause. Je vous reprends de suite. Donc là, j'ai ouvert dans un nouvel onglet, dans une nouvelle fenêtre. Pour finir avec ça. Je vous invite à regarder tous ces exemples. On a des exemples assez fous aussi. Le bruit qui s'adapte à l'environnement. Donc là, on a un bonhomme de neige qui marche dans la neige, dans la glace. Au son, on entend que c'est de la glace, on entend que c'est de la neige, on entend les frottements. Là, on entend le bruit du clavier avec une précision folle. Pourquoi je vous parle de VO3 à la fin de cette vidéo sur les GI? Parce qu'en fait, il y a énormément de chercheurs sur ArcPrice qui se sont posé la question de comment modéliser ça. Ils se sont rendus compte que les modèles de vision avaient cette capacité de prendre le réel. C'est-à-dire qu'on lui donnait des vidéos sur notre vie de tous les jours. Et ça permet, en fait, on se rend compte que le modèle d'IA est capable de meilleures abstractions sur le côté physique. Et éventuellement, j'aurais pu vous retrouver la vidéo faite, je crois que c'était par des Néo-Zélandais, où des chercheurs étaient invités, et enfin c'est une vidéo en anglais, étaient invités pour parler de l'AGI du futur, où ils se disaient que le réel, donc c'était une physicienne qui parlait de ça, qui disait que le réel avait besoin d'être aussi incorporé dans le modèle d'IA. Donc finalement, peut-être que toutes les données humaines sont déjà contenues dans les modèles d'IA actuels, comme ChatGPT, mais on a encore des données à lui donner, c'est les données physiques de l'environnement, du réel. Et ArcPrice, c'est finalement peut-être qu'une étape qui va révéler des modèles ou des blocs transformers qui seront bien plus efficaces pour connecter des relations entre des données brutes, entre ce qu'on lui demande, des prompts, et des résultats, comme par exemple des vidéos avec du son, des vidéos beaucoup plus réalistes, et des réflexions, des pensées sur le monde, des choses sur lesquelles l'IA pourra imaginer, projeter son imagination. Parce qu'aujourd'hui, on a encore quelques limites sur l'imaginaire de l'IA. L'IA est encore basée beaucoup trop sur ces données et ces règles qu'on lui donne. Même si il y a évidemment des évolutions, on a vu il y a un an notamment, si on fait parler deux IA, eh ben elles peuvent avoir un small talk, c'est-à-dire qu'elles peuvent parler du quotidien, elles peuvent parler des bouquins ou des films, ou voilà. Donc c'est possible. On a des modèles aussi entièrement en voix, et donc on va parler avec une voix directement à l'IA. Toutes ces évolutions aujourd'hui sont disponibles, mais on n'a pas encore des GI, parce que le problème fondamental, c'est qu'on a certaines limites structurelles au modèle qui vont évoluer avec le temps. En fonction, on se dit par exemple qu'il faudrait plus de données, une mémoire interne. Aujourd'hui, c'est seulement contextuel. Il faudrait également plus de réflexion sur l'espace et le temps. Également sur le côté physique, des objets qui tombent, qui grillent. Alors là, on le voit bien, hein, c'est-à-dire que ce modèle-là, il a bien compris comment marchait la cuisine. Donc potentiellement, ces modèles de vision peut être un élément charnière aujourd'hui vers l'AGI, et peut-être un jour, vers la super intelligence, l'intelligence artificielle qui serait capable de nous dépasser intellectuellement et même de nous projeter vers peut-être d'autres univers
où ça n'aurait pas d'autre sens que même nous, on ait besoin de travailler, de réfléchir à un truc. On met une IA sur la problématique qu'on a, on va dire, à poser. Par exemple, le problème écologique, les problèmes de société, les problèmes politiques, etc. Le donner à l'IA, elle va faire son travail de nous donner une approche plus proche du réel, peut-être qui nous dépasserait nous, mais qui donnerait vraiment une volonté à l'humanité. Certains en ont peur, certains se disent que si on arrive à l'AGI avant une bombe atomique, avant le chaos absolu, ce serait pas mal. Voilà, selon notre niveau d'optimisme, selon notre approche du sujet, j'ai voulu faire dans cette vidéo, qui est assez longue finalement, j'ai vu que ça faisait plus d'1 heure, une approche du sujet avec toute l'histoire de l'IA aujourd'hui, condensée dans une dynamique, vous montrer que le block transformer est à l'origine de tout ça, mais qu'il a une mutation dans le temps, avec notamment l'évolution DeepSeek, et qui pourrait avoir une mutation progressive vers la vision, et notamment il y a une explosion des modèles de vision aujourd'hui, où finalement on aurait un modèle qui fasse tout, qui soit ce qu'on appelle les omnimodels, des modèles capables de prendre n'importe quoi en entrée et mettre en sortie n'importe quoi. On lui donne un prompt, et en sortie il nous sort une vidéo avec un son, des sous-titres. Aujourd'hui déjà c'est possible, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est, on est dans l'espace du possible déjà maintenant. Seulement la qualité commence à émerger avec Veo 3, Veo 3. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Qu'est-ce qu'il y a en laboratoire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans les backstage? J'ai essayé de vous montrer avec le projet ArcPrice qu'il y a des backstage. Il y a des gens comme moi dans leur coin qui réfléchissent à ces questions-là, qui se disent est-ce qu'on pourrait pas faire vraiment une AGI aujourd'hui? Qu'est-ce qui est manquant? Un peu l'élément manquant, le chaînon manquant hein, dans l'évolution de l'IA. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Et donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je sais que cette vidéo est longue, elle a été complexe aussi à monter, enfin pas à monter mais à planifier, parce que l'évolution est tellement rapide et on peut faire tellement d'approches différentes sur l'IA. J'aurais pu faire aussi quelque chose de plus philosophique, savoir qu'est-ce qu'est une AGI, comment elle réfléchit. Je vais vous montrer un côté technique au travers de réelles applications et même des témoignages comme Yann Lequin qui nous apporte aussi son lot de réflexion, ou également une chaîne comme Watch Labs. Je vous invite à vraiment regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Il y a même des transcriptions en français si vraiment vous êtes allergique à l'anglais. Il y a énormément de documentation un peu partout sur Internet. On a une aube où l'AGI est possible. Est-ce qu'on a envie? Est-ce que c'est souhaitable? Je pense que la question c'est pas ça. Comme disait Saad Altman, maintenant que la machine est en route, alors il disait pas ça directement, mais la machine est en route maintenant, donc on peut plus l'arrêter. On peut plus arrêter la machine. Saad Altman a mis énormément de temps à sortir GPT-2 en open source, parce qu'il avait peur à l'époque des fake news. La bonne blague. En fait, déjà, dès sorties des Dungeon ou Replica, on avait déjà une autre vision de la question de qu'est-ce qu'était ce modèle. Et quand il a décidé de vraiment le sortir en 2022, fin 2022, ça y est, c'était fini. On peut plus l'arrêter. Alors il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui perdent leur boulot. Grosse pensée aux gens qui font les voix off, dont un qui est parti il y a 2-3 jours. Mais c'est fini effectivement, peut-être cette partie du travail là. Je pense aussi aux gens qui font la traduction. Alors il y a encore des traductions assermentées, donc là il y a encore du travail de ce côté-là, mais combien de temps? Parce qu'aujourd'hui c'est réglementé par exemple par le gouvernement. Le gouvernement australien, je donne cet exemple parce que j'ai eu besoin de faire des traductions en anglais par quelqu'un qui était assermenté. C'est le gouvernement australien qui donne les accréditations. Si demain ils donnent des accréditations à des IA qui ont validé et passé tous les tests, est-ce que le gouvernement australien passera pas par des IA qui auront l'accréditation? Tout est possible. À faible coût,
beaucoup plus rapide. En instantané, on donne le document PDF, il est traduit, il est confirmé, validé par le gouvernement australien. Et à peu près tous les documents traduits, je donne cet exemple, évidemment en France, il y a pareil des documents notariés, etc., qui sont authentifiés et qui doivent être... Est-ce que ça peut pas être modifié, ravalé par l'IA? La justice également, des documents, on a beaucoup trop de lois qui sont inutiles, qu'on commence à supprimer. Et alors je vais pas donner d'exemple parce que tellement on peut aller sur tous les sujets. Donc voilà, plein d'applications possibles des AGI. Aujourd'hui, c'est possible. C'est plus une question de temps que de possibilités techniques, car toutes les approches sont disponibles. Maintenant, on ne sait pas si on sera capable de faire une super intelligence artificielle. Ça, par contre, on n'a pas de réponse, parce qu'on n'a toujours pas d'AGI. Mais peut-être que ça va être beaucoup plus rapide que prévu. Certains disent encore une dizaine d'années, une vingtaine, une trentaine. Il y en a moins optimistes qui disent une cinquantaine d'années. Mais on est dans ces eaux-là, moi je dis entre 5 et 30 ans. Pour pas prendre de risques, mais dans les faits, il suffit d'une bascule, il suffit d'une émergence comme OpenAI, l'effet wow. Même si on n'a plus aujourd'hui vraiment l'effet wow, on peut retrouver cet effet wow d'une autre manière où on se dit, ça y est, on n'a plus de problème d'hallucination, on peut parler avec une IA avec une connexion avec plusieurs outils, c'est déjà disponible, des vidéos, de l'audio, on peut faire des films, on continue, voilà, c'est de la création aussi. C'est pas simplement une AGI qui réfléchit, c'est beaucoup de création audiovisuelle. Ça va supprimer des métiers, mais ça va en créer d'autres. Donc, et de toute manière, comme disait Salotman, maintenant on ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus arrêter une machine de guerre qui avance progressivement, machine de guerre façon de parler, mais on n'est pas sur du Terminator, là on est sur de l'application des outils du quotidien, des entreprises, et de ce que notre avenir, l'éducation aussi de nos enfants, puisque c'est un sujet aujourd'hui qui est pris à cœur, d'enseigner à des étudiants à maîtriser les modèles d'IA pour apprendre plus vite, mieux. Moi-même d'ailleurs j'utilise l'IA en continu pour apprendre mieux, et notamment quand j'ai des problématiques pour comprendre des modèles d'IA qui viennent de sortir. Il va me faire des recherches, il va me documenter l'ensemble, il va me donner des exemples de code, je vais pouvoir le tester, voir comment il réagit, je peux le modéliser vraiment dans ma tête, et ça c'est incroyable pour l'humanité, un cadeau pour l'humanité, pour certains une problématique, pour d'autres une toxine, quelque chose qui va réduire le nombre de métiers, voilà, chacun a sa vision de la chose. Mais en tout cas, l'AGI, c'est pour demain, clairement.